Donc, merci beaucoup. C'est un enregistrement, c'est ça? Il ne faut pas dire oui, quelque part? Là, ça demande quelque chose, là. Pour comprendre, j'ai besoin d'un outil, moi. Attends. Ah bon? Ouais, vas-y. Bon, voilà. Bien. Une petite souris, là. On va l'enlever. Bien, donc oui, je m'occupe des grands instruments et je vais vous parler de ça, d'ailleurs, en guise d'introduction. Donc, je vais vous parler d'XFEL. XFEL, c'est une grosse machine qui produit des impulsions de rayons X de l'ordre de quelques femtosecondes, qui est à Hambourg. Et donc, quand vous allez travailler là-bas, en fait, vous restez plusieurs jours, vous travaillez 12 heures, vous dormez 12 heures, vous travaillez 12 heures, etc. Donc, pour dormir, il faut un endroit. Alors, vous n'êtes pas obligé de dormir. Mais si vous voulez dormir, ils ont construit depuis un petit moment une maison d'hôtes, donc un petit peu à l'écart. Et donc, quand vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y a une petite fresque là, donc vous vous rapprochez et vous reconnaissez un portrait de femme brune, pensive, avec la main sur le menton. Vous ne savez pas qui c'est. C'est marqué là peut-être, mais vous n'avez pas trop le temps, parce qu'il faut que vous alliez, excusez-moi, il faut que vous alliez faire une autre manip tout de suite à la source anglaise qui s'appelle Diamond, qui ressemble à une soucoupe volante, qui ne vole pas. Donc vous avez pris votre avion, vous traversez en bus, vous arrivez au poste de garde, et là vous voyez un bâtiment que vous ne connaissiez pas, là, qui est ici, vous êtes déjà venu. Vous vous rapprochez, et puis vous voyez encore des fresques sur ce bâtiment. Donc vous voyez ici une espèce de chaîne bizarre, là, et puis là c'est encore plus bizarre, on dirait des chromosomes X. Ici vous reconnaissez quand même un brin d'ADN. Et puis vous reculez un petit peu, puis là vous avez une information, c'est l'Institut Rosalind Franklin. Alors vous vous précipitez sur votre ordinateur, vous ne connaissez pas Rosalind Franklin, et vous allez donc trouver ceci, si vous tapez juste le mot. Et donc là tout de suite tout va s'éclairer. Surtout ce site-là, sur lequel vous cliquez, et vous trouvez la raison de vos étonnements. Donc, effectivement, la dame pensive, elle s'appelle Rosalind Elsie Franklin. Elle est née en 1920, donc ça fait un petit peu plus de 100 ans. Elle est morte jeune, à 37 ans. Et donc, c'est expliqué, c'est une physico-chimiste et cristallographe anglaise qui a donc fait des contributions sur l'ADN, les virus, le graphite, et dont le travail sur l'ADN n'a pas été reconnu de son vivant. Donc, elle est surnommée, en tout cas dans ce site, The Wrong Heroine, ce qui veut dire l'héroïne flouée, lésée, ou bien la Dark Lady de l'ADN, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, cette espèce de chose un peu bizarre, ce n'est pas un chromosome X, c'est en fait une photographie qui s'appelle la photo 51. Donc, c'est une image de diffraction d'un gel paracristallin de fibres d'ADN, on verra, on peut dire mieux en fait maintenant. Donc, elle a été prise en 52. Donc, ce n'est pas pour ça qu'elle s'appelle 51, par Raymond Gosling, qui était le thésard, le doctorant de Rosalind Franklin au King's College de Londres. Et il est bien marqué, elle fut une preuve essentielle pour identifier la structure de l'ADN. Alors, depuis quelques années, Rosalind Franklin, elle est sur des fresques, elle donne son nom à des bâtiments, à des salles. Elle a même donné son nom à cette université qui est à Chicago. Donc en 2004, cette université privée de sciences et médecine a déménagé, a construit des nouveaux locaux et vous reconnaissez Rosalind Franklin ici. Donc le logo de l'université, c'est la photo 51. Elle tient dans ses mains un bronze qui représente la photo 51. J'aime pas beaucoup cette statue, mais bon. Ici, il y a un épigraphe que je vous livre parce que ça donne un petit peu une idée sur la philosophie de Rosalind Franklin. Alors, c'est écrit en jaune. La partie qui est ici, c'est la partie jaune, là. Donc, c'est bien sûr extrait de son contexte, comme d'habitude. Alors, moi aussi, je ne peux pas faire mieux qu'extraire du contexte. Le contexte, c'est une lettre avec son père et discute les rapports entre la foi, la science, la vie, etc. Et donc, voilà ce qu'elle répond à son père. C'est traduit en français. Je conviens que la foi est absolument nécessaire pour réussir dans la vie, mais je n'accepte pas ta définition, la foi en une vie après la mort. Ce que j'entends par foi, c'est la conviction qu'en donnant le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons nous rapprocher de notre objectif, l'amélioration de la condition humaine, présente et à venir, et que cet objectif mérite d'être atteint. Donc vous voyez que nos amis américains ont enlevé tout ce qui concernait la partie T, car Rosalind Franklin est athée, et ils ont gardé la partie que j'appellerais humaniste, une femme qui croit en la science et qui va d'ailleurs s'y donner à fond, et sans doute trop à fond, puisqu'elle va, je crois, en mourir. Alors Rosalind Franklin, elle est connue pour les quelques manips qu'elle a faites sur l'ADN, mais en fait,
Et c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence du graphite, des virus et un peu d'ADN, parce qu'elle est, de son vivant, elle était surtout connue pour ce qu'elle a fait sur les graphites. Donc, elle a travaillé 9 ans sur les graphites, voilà, elle a publié 22 papiers. Ensuite, avant de mourir, si je puis dire, désolé, elle a travaillé sur les virus, donc pendant 5 ans. Et puis, entre les deux, elle a un peu travaillé sur l'ADN. Pendant 2 ans, elle a fait 5 papiers. La crème de la crème anglaise, j'ai appelé ça parce que je vais vous parler de grands scientifiques anglais, parce que tout est anglais, en fait, dans cette histoire, vous allez voir. Alors, tout démarre, vous le savez sûrement, les méthodes de rayons X par les Bragg, père et fils. Donc, lui, c'est le père, William. Lui, c'est le fils, Lawrence. Alors, c'est lui qui fait la relation de Bragg. Ils découvrent et ils améliorent les façons de déterminer la structure des matériaux, disons, des solides ou des liquides par diffraction de rayons X. Et comme ils sont deux, ils vont se partager le monde. Le monde organique va aller à William Bragg. Et il va faire ça à Londres, dans ce qui s'appelle la Royal Institution, qui est une institution qui travaille pour la promotion de la science, disons, mais il y a un laboratoire aussi qui va diriger. Quant au fils, il va prendre la partie inorganique, excusez-moi, et puis il va partir à Manchester et puis ensuite à Cambridge, où il va diriger le fameux laboratoire Cavendish. Alors, ce William Bragg, il va avoir des élèves assez connus, ou moins connus d'ailleurs. Je vous présente le premier, qui est William Asbury, qui va le premier travailler sur les fibres. Il travaillait sur les fibres de soie, les fibres de coton, les fibres de laine. Il va même regarder les aiguilles d'oursin. Il va aller travailler au centre de la laine, qui est à Leeds, où avec une jeune femme qui s'appelle Florence Bell, il va travailler, il va faire les premières manips sur l'ADN, sur les fibres d'ADN. Un deuxième personnage, c'est Marcel Mathieu. Il est français. Il vient faire une sorte de postdoc à la Royal Institution. Et donc, il va rentrer en France, au laboratoire des services chimiques de l'État, et avec Jacques Mering, ils vont développer ces méthodes pour étudier le désordre. C'est à peu près la même époque qu'André Guigné, qui est bien connu ici. C'est la même école de pensée. Et donc, si je vous les cite, c'est bien sûr que Rosalind Franklin va travailler avec eux. Elle va faire son postdoc là-bas. Troisième personnage très important, c'est John Bernal, aussi donc un élève de William Bragg, alors qui lui est connu pour avoir déterminé la structure de la glace, du graphite, et qui va aller à Cambridge. Il ne va pas avoir un poste permanent, il va revenir. Il va travailler au Birkbeck College, mais quand il sera à Cambridge, il va faire une super découverte avec Dorothy Hodgkins, qui sera prix Nobel. Et il fait la première manip de diffraction des rayons X par des protéines. Donc ça va ouvrir un champ énorme, hein, puisque les gens font toujours ça maintenant, bien sûr, comme vous le savez. Pardon. Alors, attiré par cette école, et cette nouvelle méthode, il y a un Autrichien qui s'appelle Max Perutz qui va venir et fonder une petite équipe de biocristallographie. Alors, c'est là où les gens qui sont plus importants dans cette histoire, ils jouent tous un rôle, hein, mais plus important sans doute, c'est Francis Crick. Donc, Francis Crick, c'est un physicien anglais. Juste avant la guerre, il a un sujet de thèse qui le barbe royalement, c'est l'étude de la viscosité de l'eau sous pression à haute température. Alors, il dit lui-même qu'il est sauvé par la bataille d'Angleterre et le Blitz. Il y a une pompe qui tombe sur sa manip, il en est débarrassé, il en est très content. Et donc, il se dit, après la guerre, puisque pendant la guerre, il travaille sur les mines, donc des choses qui explosent encore. Et donc, après la guerre, c'est un des premiers physiciens qui se dit, il faut aller vers la biologie. Et donc, il va vers la biologie et en fait, il est attiré par un petit bouquin d'Erwin Schrödinger, notre Schrödinger, qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?» dont je vais vous parler un petit peu, et qui essaye d'aborder les problèmes des molécules de la vie par la physique. Quelque temps après, James Watson, très jeune, c'est le plus jeune de la bande, tous les gens qui sont là. Et c'est aussi d'ailleurs, je profite pour vous dire ça, le seul qui n'est pas mort, qui est encore vivant. La seule personne de tous les gens qui sont là, encore vivante, c'est James Watson. Donc James Watson est un Américain attiré parce qu'il commence à se faire au Cavendish Laboratory, et donc il va venir étudier lui aussi les protéines, l'ADN, etc. Donc vous voyez, il y a la Royal Institution, il y a Cambridge, il y a Leeds, et il y a aussi le King's College de Londres, où Rosalind Franklin va faire un petit passage. Alors la personne qui est la plus importante dans notre histoire, c'est John Randall. John Randall, c'est un héros de la guerre. Il améliore les radars. Il leur donne une puissance multipliée par 10 ou 100, je crois, qui permet de détecter les avions allemands. Donc, il est très connu. Et donc, il fonde cette unité. Il attire à lui
Maurice Wilkins, qui est un autre physicien, qui a commencé à travailler avec Randall pendant la guerre sur les matériaux fluorescents pour faire les écrans radars, et qui est attiré pour aller au projet Manhattan à Berkeley. Donc, il va participer à fabriquer la bombe atomique. Et donc, Maurice Wilkins, il va être complètement traumatisé par les bombes de Nagasaki et Hiroshima. Il va lui aussi donc décider de quitter la physique et de se mettre à la biophysique. Il va avoir un étudiant qu'on rencontrera tout à l'heure, qui est Raymond Gosling. Et puis, ils vont se rendre compte, tous ces trois, qu'ils ne sont pas assez bons en diffraction des rayons X et ils veulent un ou une spécialiste. Ils ont entendu parler de quelqu'un, une Anglaise qui travaille en France, ils vont l'attirer. Et Rosalind Franklin va venir travailler au King's College. Ça va très mal se passer, je vais vous expliquer pourquoi, en particulier avec Wilkins. Et elle reste 24 mois, et elle décide de partir à côté. Elle traverse presque la rue pour aller au Birkbeck College avec Bernal, où elle travaillait sur les virus. Là, elle rencontre Aaron Klug, qui aura le prix Nobel, avec lequel elle va mener ses derniers travaux, puisqu'elle va mourir alors qu'elle est au Birkbeck College. Et elle va donc travailler sur les virus avec une petite équipe autour de Aaron Klug. Pendant ce temps-là, juste avant qu'elle parte, Watson et Crick découvrent la structure de la double hélice que vous avez ici. Et j'ai oublié de mentionner ceux qui sont dans le coin, là, les étrangers, ceux qui ne sont pas anglais. Donc, deux personnages importants, Linus Pauling, le double prix Nobel, le spécialiste de la liaison chimique qui joue un rôle important dans l'histoire, et puis son fils, Peter Pauling, qui va en fait travailler pendant toute cette histoire-là au Cavendish Lab et qui va jouer une espèce de rôle de médiateur entre Pauling et l'équipe de Watson, Crick, Wilkins, etc. Alors, Rosalind Franklin meurt malheureusement en 1958. On pense qu'elle est morte parce qu'elle s'est fait trop irradier par les rayons X quand elle était en France et en Angleterre. On sait que ses dosimètres étaient particulièrement exposés. Elle aurait dû s'arrêter. Elle n'a pas fait. Malheureusement, elle a un cancer des ovaires, donc à 36 ans, et elle meurt 2 ans après. En 1962, le prix Nobel de physiologie ou de médecine est attribué à Watson, Crick et Wilkins pour leur découverte de la structure de l'ADN et de ses implications sur la transmission du code génétique. Alors, toute l'histoire dont je vais vous parler, elle commence presque avec ce bouquin-là. Il est écrit donc quelques années après que Watson ait eu le prix Nobel. Et il raconte cette histoire, l'histoire de la découverte de la structure de l'ADN, dans un bouquin qui s'appelle au début Honest Jim, en anglais, que je traduis par donc, Jim l'honnête, brillamment. Mais honnête ici est peut-être à prendre au sens de franc, de franchise, et non pas d'honnêteté au sens quelqu'un qui n'est pas malhonnête, disons, parce que justement la question se pose. Alors il écrit ce bouquin. Alors vous ne voyez pas ici, il y a marqué je ne vois plus d'ailleurs, il y a marqué un compte-rendu personnel de la découverte de la structure de l'ADN. Et effectivement, c'est très personnel, donc il se met en avant, comme s'il n'y avait que lui qui était important. Et donc, il est assez, assez direct et cavalier avec tous ses collègues. Donc, le bouquin commence, par exemple, en disant « Je n'ai jamais vu Francis Crick d'humeur modeste. Tout est à l'avenant. » Donc, il envoie des phrases un peu cavalières sur tous les collègues, et en particulier sur Rosalind Franklin, qui l'appelle Rosie, donc c'est un surnom qu'on ne lui donnait jamais, et qui minimise complètement ses travaux, et qui fait d'elle un portrait assez peu flatteur. Alors ce bouquin, donc, qui s'appelle Honest Jim, il raconte aussi les dessous de la recherche. Donc ce que nous connaissons tous, c'est on est des êtres humains, on discute, on fait autre chose que de la science. J'ai vu qu'il y en a même qui font du vélo, par exemple. Donc, on a une vie, on a des rivalités, on a des jalousies, on se fait des petits coups bas, mais on a aussi des moments ensemble, etc., etc. Il raconte tout ça. Et ça plaît beaucoup à l'éditeur parce que ça n'a jamais été écrit. Et donc, l'éditeur se pose des questions, puis il se rend compte quand même de tout ce qu'il dit sur ses collègues. Et il demande à Watson, d'abord, il faut que tu aies l'autorisation de tous tes collègues de publier ce bouquin. Alors, Watson l'envoie aux collègues, et les collègues, évidemment, ils ne sont pas contents du tout, en particulier la famille de Rosalind Franklin, qui est donc décédée depuis 10 ans. Et donc, non seulement ils ne sont pas d'accord, mais ils empêchent la publication de ce bouquin. Donc, Crick, par exemple, et Wilkins
ont des visions très, très dures contre la double hélice. C'est le titre qu'il aura finalement. Et donc, veulent l'empêcher de le publier. Alors, c'est intéressant parce que Crick, par exemple, il voit ça d'un point de vue personnel. Il n'aime pas l'image que ce livre donne de lui, de sa vie privée, qui est un petit peu dévoilée. Tandis que Wilkins, il se dit, on ne doit pas donner au grand public l'image de ce qui se passe dans les labos, comment on est vraiment, comment ça se passe. Il n'aime pas ça. Alors, la belle-sœur de Rosalind Franklin, qui s'appelle Charlotte, qui est donc mariée à son frère, finit par obtenir de Watson qu'il écrive un épilogue dans lequel il explique un petit peu mieux ce que fait Rosalind Franklin, ce qu'a fait Rosalind Franklin, ce qu'il fait. Et donc ce bouquin, à la fin, parle en des termes un peu plus sympathiques de Rosalind Franklin. Alors finalement, il n'arrive pas à le faire publier aux presses universitaires de Harvard, je crois que ça s'appelle, et donc il finit par se faire publier chez un autre éditeur à New York, et le bouquin change de nom, s'appelle La Double Hélice. Donc c'est un succès mondial, ça a été traduit en français immédiatement. Il y en a plusieurs éditions, c'est l'édition de poche, il y a une édition récente, il y a une édition annotée, je crois que ça s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est super bien. C'est très intéressant, ça se lit comme un roman policier. C'est très bien. Alors, assez rapidement, les gens qui connaissent Rosalind Franklin vont réagir. Donc, le premier à réagir, c'est Aaron Klug, qui écrit un article, je crois que c'est dans Nature, mais je ne suis plus trop sûr, et donc il s'appelle Rosalind Franklin et la découverte de la structure de l'ADN, où il montre le rôle qu'a joué vraiment Rosalind Franklin et dit que Watson ne rend pas assez hommage aux travaux qu'elle a fait. Quelques années après, vous voyez, 6 ans, c'est ça, hein, oui, 6 ans après, les historiens s'en mêlent. Alors on se rend compte que cette histoire, vous allez voir, la découverte de l'ADN, de la structure de l'ADN, c'est une histoire extraordinaire en fait, donc qui contient plein de choses du point de vue scientifique, c'est passionnant, et donc les historiens des sciences s'y mettent, et ce monsieur Robert Holby va écrire un super bouquin, c'est peut-être un des meilleurs, même s'il est un peu ancien, qui va raconter toute cette histoire de manière relativement neutre. En 1975, une amie de James Watson, Anne Serre, amie américaine, écrit un bouquin de défense de Rosalind Franklin aussi. Donc ça a un point, comment vous dire, un a priori assez fortement féministe. Donc elle va la défendre en tant que femme, de se sentir attaquée. Et donc ça va donner naissance à toute une polémique. Et il va y avoir des tas de bouquins. Alors il y en a un autre ici, qui est aussi un bouquin d'histoire des sciences, voilà, le 8e jour de la création, qui raconte l'histoire de l'ADN. Et puis il y a ceux qui ont participé à la découverte, qui vont eux aussi écrire des livres. Donc Crick, vous voyez, on est en 88 ici. La découverte, c'est 53. Donc on est quoi? On est 35 ans après, c'est ça? Donc 35 ans après, Crick écrit Quelle poursuite folle, traduite en français par Une vie à découvrir, dans lequel il raconte cette histoire. Et il n'est pas tendre avec Rosalind Franklin du tout. On pense toujours que c'est Watson le plus dur, mais lui, il n'est pas tendre non plus. Quelques années après, Maurice Wilkins va aussi raconter son histoire. Alors, Maurice Wilkins, c'est donc le troisième homme, et c'est d'ailleurs le titre de son bouquin. Il n'aime pas du tout ce titre, parce que, on le comprend, d'abord, ça le fait apparaître comme le troisième, ni le premier, ni le second. Et aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un film qui s'appelle Le troisième homme, un film qui a lieu d'ailleurs à peu près à la même époque, c'est dans la Vienne des années de l'après-guerre, guerre froide. C'est un très beau film. Mais le héros, le troisième homme, c'est un trafiquant de médicaments, et donc c'est pas très flatteur non plus. Donc il ne trouve pas ça très bien, et donc il va demander de changer l'arrangement du titre, et donc la deuxième édition, voilà, ça sera devenu ça. Vous voyez qu'en gros maintenant c'est son nom, il y a juste marqué le troisième homme de la découverte de l'hélice. Entre-temps, malheureusement, il sera décédé aussi, Wilkins, en 2004. Alors dans ce bouquin, il donne une vision lui aussi personnel de cette découverte-là. Et donc, il a une phrase à un moment, il dit, au moment où Rosalind Franklin va partir, il cite une lettre qu'il a écrite à Francis Crick où il dit you will be interested to know that our Dark Lady will leave us next week. Et donc, il est lâché Dark Lady. Qu'est-ce qu'il veut dire par Dark Lady? Alors pour Wilkins, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'il entendait vraiment par Dark Lady, mais c'est quelqu'un sans doute de maléfique. Alors Dark Lady, c'est une héroïne d'un poème de Shakespeare, donc c'est une séductrice qui met un peu le bazar où elle va. Et donc je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que Rosalind Franklin a joué un mauvais rôle dans leur équipe. Et donc cette expression de Dark Lady va être reprise par Brenda Maddox, qui écrit
sans doute le meilleur bouquin de mon point de vue sur Rosalind Franklin, qui a été traduit en français en 2012, et qui s'appelle, dont le sous-titre est La Dark Lady de l'ADN. Et là, la Dark Lady, ça change de signification. Hein. Ça ne veut plus dire quelqu'un un petit peu maléfique, mais ça veut bien dire la femme de l'ombre, la femme qui a été rendue invisible et qu'on ne voit pas alors qu'elle a joué un rôle important. Et c'est ça qu'elle veut dire ici. Ça pourrait s'arrêter là. En 2012, la sœur de Rosalind Franklin décide d'écrire aussi un bouquin où elle va donner la vision de Rosalind Franklin du point de vue de la famille. C'est intéressant, mais ça commence à faire beaucoup. Et puis en 2019, vous voyez, septembre 2021, ça fait que 1 an. Il y a le dernier bouquin, c'est un énorme pavé comme ça, qui raconte encore l'histoire de Rosalind Franklin, pas que Rosalind Franklin, mais de la découverte de la structure de l'ADN, dans lequel l'histoire de Rosalind Franklin est assez importante. Et puis, vous voyez, il y a une place encore, c'est pas fini. Pendant que je préparais ce séminaire, boum, il y en a eu encore un autre. Voilà. Donc, celui-là, il est raconté à la première personne. Il n'est pas bon du tout. Il est donc américain, très soigné, très professionnel comme d'habitude, mais il est un petit peu à l'eau de rose et je crois que ça aurait pu s'arrêter là. Et donc, on est rentré là peut-être dans ce que Jennifer Glynn, qui est la sœur de Rosalind Franklin, appelait la Rosalind Industry, c'est-à-dire le fait qu'on s'est mis à écrire beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas fini. Il y a des documentaires. On a échappé à un film hollywoodien. Crick et Watson ont été obligés de prendre un avocat pour essayer de se défendre parce que les gens voulaient en faire un film. Il y a eu un téléfilm qui a été fait en 87 par la BBC. Vous reconnaissez peut-être l'acteur ici, Jeff Goldblum. C'est le gars de Jurassic Park, donc ils n'ont pas pris n'importe quel acteur. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que sur cette affiche, il n'y a que James Watson. Il joue le rôle de James Watson. Ça s'appelle La course pour la double hélice. Récemment, en 2015, le rôle de la Dark Lady est pris par Nicole Kidman, la blonde Nicole Kidman. Pourquoi Nicole Kidman ? Parce que apparemment son père était biophysicien. Donc c'est une pièce qui a beaucoup de succès à Londres en 2015 et qui a été reprise aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Je n'ai pas vu en France, mais pièce à succès. Et puis vous avez des vidéos, des podcasts, vous en avez, hein, vous tapez sur Internet, c'est incroyable le nombre de choses que vous avez. Il y a beaucoup de choses qui sont très mauvaises. Il y en a certaines qui sont plus intéressantes. Il faut évidemment, comme d'habitude, faire attention. Alors, Rosalind Franklin, elle est née en 1920 à Notting Hill, qui est un quartier de Londres. Elle est d'une famille riche. Alors, moi, je préfère dire aisée. Disons qu'ils étaient suffisamment aisés pour partir en vacances en France et pour avoir une nanny qui s'occupait de 5 enfants. Mais ils n'étaient pas suffisamment riches pour avoir une Rolls, un chauffeur, etc. Voilà. Le père, Ellis, est banquier. Muriel, la mère, s'occupe des 5 enfants qui sont ici, vous voyez, qui sont jeunes. Alors, c'est important de signaler peut-être que Rosalind Franklin a un accent upper class. Donc, c'est un accent qui est comparé, alors j'ai lu ça, à celui de la reine d'Angleterre, mais la reine d'Angleterre a changé d'accent, j'ai appris ça. Hein. Et donc, l'accent de la reine d'Angleterre de 2000, ce n'est pas le même. Donc, si vous voulez savoir comment Rosalind Franklin parlait, il faut écouter Elisabeth II dans les années 50. Donc ça a gêné en fait pas mal de ses collègues. Le fait qu'elle ait un accent, on n'a pas trop l'équivalent en France d'un accent assez à la classe supérieure, mais elle l'avait. Alors, elle fait des études, c'est une petite fille oui, très intelligente et décidée. Donc, décidée, c'est un mot qui, je trouve, lui va bien. Elle veut faire de la science assez rapidement. Elle fait des études dans un collège de filles, donc, qui est ici, l'école Saint-Paul, une école assez dure, où elle réussit très bien, suffisamment pour aller à Cambridge. Alors, à l'époque, à Cambridge, c'est pas mixte, les études. Donc, il y a 2 collèges pour femmes, les autres sont des collèges pour hommes. Donc, elle va dans un de ces 2 collèges. Elle est sportive, elle fait du tennis, du vélo. Elle rentre de Cambridge à Londres en vélo, par exemple, ça fait 100 km. Elle obtient un diplôme de physico-chimiste. Et d'un point de vue personnel, elle est totalement fascinée par notre pays, ce qui nous la rend sympathique, bien sûr. Donc, elle aime la France et tout ce qui est français. Elle fait de la marche en montagne. Elle a une amitié durable avec quelqu'un que certains d'entre vous ont connu, qui s'appelle Vittorio Luzzati, qui est quelqu'un qui travaillait à GIF, un biophysicien, cristallographe, et qui l'aimait bien, et donc qui a écrit d'ailleurs quelque chose sur elle aussi. Et donc, il l'a trouvée très attachante, etc. Et il l'a aussi conseillée, et il pense qu'il l'a mal conseillée. Vous allez voir dans ce qu'elle a fait. Alors, elle va assez rapidement travailler. Donc, ça, c'est l'équivalent d'un stage de M2, je pense, qu'elle fait là. Donc, elle va travailler avec Ronald Norrish,
qui est un photochimiste qui aura le prix Nobel, donc elle sait choisir ses collègues. Et donc, le sujet de la barbe, quoi, polymérisation de l'acide formique et de l'acétaldehyde, donc elle n'est pas d'accord et elle trouve que Norrish est un sale type et elle le lui dit. Donc ici, j'ai en orange, là, vous avez quelques petits mots doux qu'elle lui dit. Donc ça veut dire tyran, autocrate, stupide, sectaire, sournois, mal élevé et tyrannique. Voilà, donc elle a des disputes avec lui, mais Norrish, elle a l'air d'aimer ça, il veut la garder en thèse, mais Rosaline, elle n'aime pas, et donc elle ne va pas venir, elle a raison, je crois, puisqu'elle va travailler dans cette association là, où on travaille sur les charbons pour étudier d'éventuelles applications pour les masques à gaz. Il ne faut pas oublier qu'on est pendant la guerre, là. Et donc, Londres vit toujours sur la menace d'être attaqué par les Allemands, éventuellement par du gaz. Et donc, avec des masques, avec du charbon, on peut filtrer. Elle étudie ça. Elle fait j'ai pas repris l'image là, mais elle fait des montages assez sophistiqués. C'est une excellente expérimentatrice, Rosalind Franklin. Et donc, elle étudie la densité et la porosité des charbons, des lignites, des anthracites, un ensemble de charbons pour être utilisé comme masque à gaz. Donc, c'est elle qui crée la notion de tamis moléculaire. Donc, elle se rend compte, par exemple, que l'hélium peut entrer alors que le benzène n'entre pas, etc., etc. Elle met de la pression dessus. Et donc, pendant sa thèse, elle a ce compliment-là. Elle a donc amené de l'ordre dans un domaine qui, avant, était dans le chaos. Alors, elle va chercher un postdoc. Elle va participer à une conférence, écrire son premier article ici, qui est dans ce bon journal. Et là, elle rencontre Marcel Mathieu et Jacques Mering, qui vont tout de suite voir qu'elle est brillante. Et donc, ils vont lui demander de venir en France. Et elle rêve de venir en France, donc elle va venir et va vivre, d'après ce qu'elle dit, mais de tout ce monde dit, un moment très, très agréable, professionnel et privé à Paris. Donc, elle va y rester 4 ans dans ce laboratoire-là, qui est en fait, qui est Henri IV, c'est derrière l'île Saint-Louis, sur la rive droite. Donc, vous voyez, ça a l'air d'aller pas mal. C'est elle ici. Ça, c'est Jacques Mering et les autres, je ne sais plus. Donc, avec Luzzati, elle voyage en France. Elle fait de la marche en montagne. Et d'un point de vue professionnel, elle va donc étudier avec les rayons X. C'est là où elle apprend à servir des rayons X, les microstructures de charbon. Elle va apprendre à déterminer le pourcentage de graphite et d'amorphe. Elle va regarder l'influence des électrons-liaisons sur les diagrammes. Elle publie son premier Nature toute seule. Elle est seule à signer. Elle travaille sur la graphitation des carbones. Donc, vous savez, si vous chauffez les carbones, certains se transforment en graphite, d'autres non. Elle étudie tout ça. C'est elle qui invente les concepts de carbone, donc charbon graphitable et non graphitable, c'est-à-dire ceux qui peuvent se transformer en graphite ou pas. Et elle devient une experte de l'étude des charbons. Donc ça, c'est un article qui est particulièrement cité, qui est encore cité maintenant, on m'a dit d'ailleurs, je me suis renseigné. Donc pour les collègues qui font des rayons X, voilà le type de manip qu'elle fait. Ici, c'est de l'anthracite qu'elle chauffe. Et donc, on voit qu'il se cristallise petit à petit. Le genre de dessin qu'elle fait, elle est très connue et sera invitée donc, dans des conférences internationales jusqu'en 1956, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle déclenche son cancer. C'est la spécialiste du graphite. Alors, elle hésite à revenir au Royaume-Uni parce qu'elle est très bien en France, mais ça va vous étonner, il n'y a pas de poste en France. Donc, elle ne reste pas en France. Et Dorothy Hodgkin, avec qui elle discute, lui dit si tu veux rentrer maintenant en Angleterre, si tu as 30 ans, fais-le maintenant, sinon tu auras du mal à revenir. Et donc, elle revient. Elle veut d'abord aller chez Bernal, dont je vous ai parlé, et puis finalement, elle va voir Randall qui lui propose de travailler. Alors, non, pas sur l'ADN tout de suite, sur les protéines d'abord. Donc, elle est d'accord. Elle obtient une bourse assez prestigieuse. Non, ce n'est pas là, donc je vous dirai ça plus tard. Donc, elle va obtenir une bourse assez prestigieuse et va bien être préparée à travailler chez Randall. Alors, un petit peu d'ADN, donc, puisqu'il s'agit d'ADN. Vraiment, alors moi, je ne suis pas spécialiste, comme vous le savez. Juste quelques mots pour comprendre la suite. Donc, l'ADN s'est découvert au 19e siècle, fin du 19e siècle. Ça s'appelle la nucléine, par ce monsieur suisse, Johann Micher. Et donc, la question tout de suite se pose de savoir qu'est-ce qui porte le patrimoine génétique, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Est-ce que c'est l'ADN ou est-ce que c'est les protéines? Alors, beaucoup de gens pensaient que c'était les protéines parce que les protéines sont très variées et nous avons des yeux bleus, verts, orange, je ne sais quoi, des cheveux de toutes les couleurs, des grands, des petits. Et donc, il y a assez de protéines pour rendre compte de cette diversité. Et l'ADN, ça semblait une particule trop petite pour pouvoir porter toute cette diversité. Donc, il y a des débats. Et en 1930, un Russe génial qui s'appelle Phoebus Levine
J'ai passé là tout un ensemble de boulots biochimiques très impressionnants pour savoir de quoi était fait l'ADN. Donc, il fait ce modèle, donc, vu avec 100 ans de plus, on a l'impression qu'il n'est pas loin. Donc, il comprend qu'il y a des groupements phosphates, en jaune ici, des sucres, des oxyriboses en orange, et puis des bases azotées, là, adémine, thymine, etc., cytosine, glucine. Et donc, il fait cette hypothèse qui se révèle mauvaise de la tétranucléoditique. Alors, ce qui veut dire par là, c'est que les bases azotées sont ordonnées. C'est-à-dire que dans la molécule, on a ATCG, 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 ATCG. Et si on a ça, on ne peut pas avoir d'informations, parce que la période est trop petite. Et donc, voilà. Donc il va supposer ça. Et il va emmener avec lui donc, des gens dans des fausses pistes. Alors, en 1944, deux choses importantes. Celui-là, sans doute le plus, Oswald Avery, qui est un New-Yorkais, je crois, en 1944, fait des manips que je serais bien en peine de vous expliquer, qui montrent de manière assez définitive que le gène, c'est l'ADN. Mais ce sont des manips qui ne sont pas acceptés par tout le monde. Et même après 1944, il y a encore des gens qui se demanderont si l'ADN, c'est vraiment le gène. Mais vraiment, ces manips ont l'air d'être importantes. Donc, les gens disent qu'il aurait vraiment dû avoir le prix Nobel, Oswald Avery. Il ne l'a pas eu. Et puis, il y a Erwin Schrödinger, dont on a parlé tout à l'heure, qui publie un super petit bouquin que je vous recommande, qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», dans lequel il se pose des tas de questions d'un point de vue physicien. Donc, il va réfléchir sur l'entropie, par exemple, le nombre d'Avogadro, et il va supposer que la molécule qui porte le patrimoine génétique est un cristal apériodique. Donc, qu'est-ce qu'il a en tête là? Ce n'est pas facile de savoir. Beau relire, ce n'est pas clair. Mais en tout cas, je pense que dans cristal, il a l'idée que c'est une molécule qui a un certain ordre. Et dans apériodique, il a l'idée que justement, ça n'est pas ordonné. Parce que pour qu'il y ait de l'information, il ne faut pas qu'il y ait de période. Et donc ça, c'est quand même une idée géniale, parce que finalement, c'est quasiment ça. Hein. Et donc ça va motiver, ce petit bouquin va motiver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Watson, Crick, Wilkins, pour devenir biophysicien après la guerre. Un autre Autrichien qui fait une découverte intéressante, c'est Erwin, donc même prénom, Chargaff. Et en 1950, sur plusieurs types d'ADN, végétaux, animaux, il montre qu'il y a autant d'adénine que de thymine et autant de guanine que de cytosine. Alors, quand on connaît la solution, on se dit, ben oui, évidemment, ils sont appariés, il y en a autant l'un de l'autre. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Et bizarrement, ça ne les fait pas trouver la structure de l'ADN. Alors, je vous la rappelle très rapidement. Donc, on a deux brins qui sont faits de phosphate ici en jaune et de sucre, ribose ici, désoxyribose en orange, sont attachés des bases azotées, donc adénine, thymine, etc., guanine, cytosine. Et il se trouve que les deux mises dans ces configurations-là ont exactement le même encombrement stérique et c'est ça qui fait tout le truc. Alors, j'ai une petite paquette d'ADN, là, juste pour vous dire un truc que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, ça, c'est déplié d'une certaine manière. Mais quand il est en forme d'hélice, vous voyez que les deux hélices ne sont pas à la même hauteur. En fait, il y a 3/8 entre la période qui est ici et puis la distance entre deux, 3/8. Une autre chose qui est importante, c'est que les brins sont polaires. Ça joue un rôle, on verra tout à l'heure. Donc, vous voyez que les groupements phosphates ici, ils ne sont pas attachés par le même carbone avec le sucre en haut et en bas. Un par le carbone 10 3', l'autre par le carbone 10 5'. Ça donne une petite polarité. Et ils sont tous dans la même direction. Et donc, dans un sens, excusez-moi, le moment a un sens et l'opposé dans l'autre. Voilà, donc il faut essayer de se rappeler ça, c'est important. Quelques mots sur la diffraction. Donc, plusieurs manières d'essayer de montrer qu'est-ce que c'est la diffraction par une hélice. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ça? Il y a, comme le disait Crick en plaisantant, il y a des hélices dans l'air. C'est-à-dire qu'à l'époque, Pauling vient de trouver que dans les protéines, il y a des hélices alpha. C'est juste à cette époque-là. À l'ADN, ça ne va pas tarder de montrer que c'est une double hélice. Il y a le collagène qui est une triple hélice. Et il y a le virus de la mosaïque du tabac dont on parlera tout à l'heure qui est aussi une hélice. Donc, des hélices partout, ils se demandent quelle est la diffraction, l'image de diffraction d'une hélice. Alors pour ça, il faut faire un calcul assez long. Je vous propose la petite explication suivante. Vous me direz si elle vous convient, mais je n'ai pas de tomates si ça ne va pas. Donc ici, vous prenez un modèle d'une hélice complètement continue, sans rien du tout, c'est continu. Vous envoyez des rayons X et vous regardez sur une plaque photo, le centre est là. Donc, si vous regardez par exemple ce type de réflexion, on les caractérise par ce qu'on appelle le vecteur de diffusion. Donc, c'est le vecteur donc, final, ici, moins le vecteur initial. Voilà. Et ce vecteur Q, vous allez le retrouver ici sur votre photo. D'accord ? Donc, vous pouvez indexer sur votre photo les vecteurs Q que vous obtenez physiquement comme ceci. Alors, vous voyez que si l'hélice est continue, en fait, vous pouvez toujours trouver
une autre réflexion ici pour laquelle vous êtes en opposition de phase. Et donc, ça va s'annuler, interférence destructive. Et donc, en fait, dans la direction Q, ici, verticale, eh ben, vous n'allez rien avoir. Donc, c'est une première caractéristique de la diffraction par une hélice. On n'a pas de signal dans la direction dite méridienne ici. Alors, où est-ce qu'on en a? Et bien là, il faut incliner un petit peu les choses. Voilà. Donc, si vous faites une réflexion comme ceci, donc vous voyez qu'on peut presque voir des petits plans ici, des petits plans qui sont ordonnés. Et donc, si vous faites le raisonnement de la diffraction de Bragg, tous ces plans peuvent diffuser en phase pour certains angles, et ça vous fait un certain nombre de petites taches comme ça dans ce sens-là. Et comme votre ADN est symétrique, vous avez un X. Et donc là, transformé de Fourier ou la diffraction d'un petit bout d'hélice, ça fait un X. Et donc ça, c'est découvert par un type qui s'appelle, ça veut bien passer, voilà, qui s'appelle Alex Stokes, qui fait partie de l'équipe de Wilkins. Et donc à partir de 51, tout le monde va savoir en fait que la diffraction par une hélice, même si elle est continue là, c'est un X. Et donc ce X, j'ai passé un petit peu vite, il contient toutes les informations de l'hélice. Par exemple, le pas ici est relié à l'inverse du pas de la distance entre les deux tâches qui sont là. Et cet angle d'ouverture du X, c'est l'angle d'ouverture de l'hélice. Alors, malheureusement, Alex Stokes ne publie pas, donc c'est un type assez cool, qui ne s'en fait pas trop. Il dira après tout ça que pour avoir calculé, il méritait 1/1000 du prix Nobel. Et puis, les gens qui vont vraiment publier, c'est Crick et Cochrane. Ils font un article assez connu dans Nature en 52. Et donc, ils montrent exactement ça. Alors maintenant, si on veut regarder l'ADN pour aller jusqu'au bout, donc on a une deuxième fibre. Donc, vous allez avoir deux objets qui vont interférer. Et donc, on peut imaginer que ça peut éteindre certaines tâches ici. C'est un effet d'interférence destructif. Et effectivement, si vous avez 3p/8, comme c'est dans le vrai ADN, du moins la forme B, ça vous éteint la 4e tâche ici. Et puis, vous avez les paires de bases. Là, vous avez tout un petit ensemble de plans. Et donc ça va vous donner, même raisonnement, une petite tâche ici, petite forte même, qui est reliée à la distance entre les paires de bases. Donc, vous voyez qu'un cliché de diffraction, si vous le finassez, alors vous allez trouver ça, ce n'est pas très important. Voilà. Et donc, les caractéristiques, c'est ça vous fait un X. Vous avez tout un endroit ici où vous n'avez pas de diffraction. Et puis, vous avez des tâches très fortes ici qui correspondent à la distance entre les paires de bases. Voilà. Alors, pour obtenir ça, bien sûr, il faut, ça ce sont les vraies valeurs, il faut orienter d'abord votre système, parce que vous voyez, tous les brins d'ADN, il faut qu'ils soient dans la même direction si vous êtes en phase condensée. Et donc, il faut avoir un système assez particulier que Rosalind Franklin va trouver. Alors, les premières études de rayons X de l'ADN, c'est fait par Astbury et Florence Bell. Donc, vous voyez la première photo, c'est vraiment une photo de pionnier, c'est pas terrible. On ne voit pas du tout le X, on ne voit rien du tout, on voit juste les deux grosses taches ici qui sont à 3,4 angstroms. Mais comme ils sont pionniers, ça leur permet de proposer ce modèle quand même. Donc, vous voyez qu'ils proposent un modèle en pile de Penny. Donc, ici, vous avez les paires de bases qui s'empilent les unes sur les autres. Ça ressemble pas mal au vrai ADN, sauf que ce n'est pas en hélice, et puis il en manque la moitié. En fait, il manque l'appareil. Mais ça aura pas mal d'influence, cette étude-là. La première personne à reprendre ces études-là, donc j'ai peut-être oublié de vous dire, excusez-moi, que c'était en 1938, ça, donc c'est juste avant la guerre. Et donc après la guerre, la première personne qui va se réintéresser à l'ADN, c'est Maurice Wilkins, dans le laboratoire de King's College. Et donc avec son étudiant Raymond Gosling, ils vont obtenir de très très beaux échantillons de ce professeur suisse, là, Rudolf Signer, des échantillons de thymus de veau. Et donc, ils vont se rendre compte, alors peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est un cristal. Et donc, on se rend compte que l'ADN, ça cristallise. Et donc, ça, c'est un résultat extrêmement important parce qu'à partir du moment où ça cristallise, on peut avoir sa structure et donc, ça va avoir beaucoup d'impact, comme on dit maintenant. Vous voyez que dans cette zone-là, il n'y a rien. Et donc, ça nous fait penser à quelque chose d'hélicoïdal. Et effectivement, ils vont assez rapidement se demander si les fibres d'ADN, il n'y a pas quelque chose d'hélicoïdal là-dedans. Alors, Maurice Wilkins se rend compte qu'il n'a pas les connaissances nécessaires. Il va aller voir Randall. Il lui dit, on a besoin d'aide. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne travailler avec nous sur les rayons X parce que là, on a quelque chose d'intéressant et on ne sait pas forcément faire. Alors ça, c'est la forme dite A. Donc la forme qui cristallise, ça s'appelle la forme A, et celle que je vous ai montrée tout à l'heure, ça s'appelle la forme B, on y reviendra. Et donc vous voyez que la forme A,
les paires de bases, elles ne sont pas horizontales, elles sont inclinées. Donc, ça change un petit peu le diagramme de diffraction de telle sorte qu'on ne retrouve plus très bien le X dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est parce que ce n'est pas du tout la même forme. Alors, il va présenter ses résultats à une conférence à Naples en mai 51, où dans l'assistance, il y aura James Watson. Et à partir du moment où James Watson voit cette photo, il se dit je veux travailler sur l'ADN, on va pouvoir percer le secret de la vie. Et donc, dès octobre 51, il ira à Cambridge. Alors, pendant ce temps-là, John Randall embauche Rosalind Franklin. Donc, il avait commencé par lui proposer un boulot sur les protéines, mais il se rend compte que l'ADN, c'est bien plus intéressant. Et donc, il lui écrit une lettre qui est assez célèbre dans toute cette histoire, à la fin de l'année 1950. Alors, je suis désolé, on ne peut pas très bien lire là. Donc, il semble maintenant que ce serait une bonne idée et importante pour vous d'investiguer la structure de certaines fibres biologiques, donc c'est l'ADN. Et ici, il lui dit quelque chose de fondamental. Ceci signifie que, en ce qui concerne l'effort expérimental, il n'y aura en ce moment que vous et Gosling. Et donc, il élimine dans cette lettre Wilkins, qui ne saura pas qu'il a été éliminé par Randall. Et donc, ça va tout de suite poser des problèmes entre, évidemment, Rosalind Franklin et Maurice Wilkins. Alors, Rosalind Franklin arrive au King's College en janvier 1951. Elle a une première réunion avec Randall et l'étudiant Gosling, sans Wilkins, qui est toujours en train de faire la marche dans le pays de Galles, je crois, avec sa nouvelle petite amie. Et donc, il ne saura toujours pas, Wilkins, que Rosalind Franklin a été mise sur le coup de l'étude des fibres d'ADN. Alors, très rapidement, le temps en tout cas pour Rosalind Franklin de finir ses articles sur le graphite. Elle va mettre au point sa nouvelle manip. J'ai oublié de vous dire qu'elle avait obtenu une bourse assez prestigieuse. Elle a pas mal d'argent. Elle s'achète un nouveau générateur, une nouvelle caméra, un nouveau diffractomètre, etc. Bien meilleur que ce qu'il y avait avant. Elle fait un gros effort expérimental avec Gosling. Et donc, elle obtient de bien meilleures photos de la forme A, qui est la forme cristalline. Donc, vous voyez les taches de Bragg ici, les petites taches sont bien plus fines. Et elle découvre la forme B, donc qui est la forme dont je vous ai parlé, qui est la petite maquette sur le bureau. Et elles font cette première photo où, quand on a les yeux de la foi, on commence à voir qu'il y a un X. Et donc, effectivement, ils découvrent ça. Cette image est donc beaucoup plus proche d'une hélice. Et alors, on sait maintenant, évidemment, quelles sont toutes ces phases. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a travaillé ici, qui a fait un beau travail sur la forme B. Donc, on sait maintenant que c'est une forme dite colonnaire hexagonale, dans laquelle les fibres d'ADN s'empilent, donc comme des cigarettes, un petit peu font des colonnes, mais ces colonnes sont désordonnées entre elles. Et elles forment un réseau hexagonal. Donc, c'est mi-cristal, mi-désordonné, si vous voulez, mi-liquide. En revanche, la forme A, elle a cette forme-là, et donc toutes les molécules, ici, il faut imaginer les hélices, mon dessin n'est peut-être pas très bon. Donc, c'est un cristal dans lequel, si vous voulez, les interactions entre les fibres d'ADN sont devenues plus fortes parce qu'on a enlevé de l'eau. Donc, j'ai oublié de dire que le point important dans cette histoire, c'était le contrôle de l'humidité. Quand vous avez pas mal d'humidité, ça donne cette phase-là, et quand vous l'enlevez, vous obtenez cette phase-ci, parce que donc l'ADN sans l'eau vont se voir et vont s'ordonner. Alors, ça va mal se mettre entre Rosalind Franklin et Maurice Wilkins. Maurice Wilkins continue à faire des rayons X sur l'ADN. Évidemment, il pense que c'est lui qui doit faire ça à King's College, alors que Rosalind Franklin pense que c'est elle qui doit être responsable du projet. Et donc, après ce séminaire, elle va le voir et lui dit « Go back to your microscope, retourne à tes microscopes, tu n'as rien à faire à travailler sur l'ADN. » Oui, d'accord. Après la découverte de la forme B, donc Maurice Wilkins va aussi montrer à Rosalind Franklin la transformée de Fourier d'une hélice. Et il va lui montrer, c'est peut-être une hélice, et Rosalind Franklin va lui répondre « How dare you interpret my result ?» Comment osez-vous interpréter mes résultats? Et là, c'est le clash, ils ne vont plus s'entendre jamais. Donc, Randall va intervenir, et il va donner la forme B à Maurice Wilkins, et la forme A à Rosalind Franklin, sachant que Rosalind a découvert la forme B, et Maurice Wilkins a découvert la forme A. Donc, ce n'était pas forcément très, très malin, et donc ça va très mal se passer. Donc, Rosalind Franklin va de plus en plus mal se sentir dans ce labo, et Maurice Wilkins aussi d'ailleurs. Et donc, ils vont mal s'entendre. Alors, pourquoi Randall a fait ça? Alors, je vous passe un petit peu les détails. Diviser pour mieux régner, peut-être, exclure Wilkins, on ne sait pas, préserver l'ADN, une vraie spécialiste. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il avait dans la tête, mais en tout cas, c'est clairement une erreur de management. Alors, Rosalind Franklin va faire un premier séminaire dans lequel elle ne dit pas grand-chose sur les hélices, mais on sait maintenant, en lisant ses notes,
qu'elle pensait que c'était bien des hélices, à la fois la forme A, la forme B. Donc au Cavendish, Watson et Crick, qui ont écouté le séminaire de Rosalind, vont faire un premier modèle de triple hélice. Donc ici, vous avez une triple hélice de phosphate, les sucres et les paires de bases. Ce n'est pas du tout correct pour des tas de raisons chimiques. Donc les règles de Chargaff, par exemple, vous avez l'appariement, vous ne pouvez pas comprendre ça. En plus, d'un point de vue chimique, donc il y a un problème parce que le phosphate est plutôt hydrophile et donc il devrait être à l'extérieur. Et c'est ce que dit Rosalind Franklin. Elle va voir ce modèle et elle leur dit ça ne va pas du tout parce que je pense que les phosphates sont à l'extérieur de l'ADN, qu'ils sont hydrophiles, que les bases sont hydrophobes et doivent être à l'intérieur. Et donc Bragg, furieux, va retirer l'étude de l'ADN à Watson et Crick. Donc Watson va travailler sur le virus de la mosaïque du tabac et Crick sur l'hémoglobine. Alors Rosalind va se lancer dans des calculs assez compliqués que je vais vous épargner. Ça s'appelle une Patterson. Donc elle va faire elle va prendre cette image-là, elle va mesurer toutes les tâches, ça prend plusieurs mois, et elle va en faire la transformée de Fourier. À l'époque, il n'y avait pas de calculatrice, et donc il fallait utiliser ce genre de table ici. Il paraît qu'il faisait des cauchemars, il rêvait que ça se renversait, donc c'était difficile. Et donc il y avait des calculatrices, il n'y avait pas d'ordinateur. Voilà. Et donc à partir de ça, elle obtient ce genre de carte. Je ne vous explique pas ce que c'est. Disons que c'est en gros la carte de distance entre les phosphates. Mais elle déduit rien d'intéressant avec cet énorme travail. C'est un énorme travail, plusieurs mois. Elle déduit rien d'intéressant et pourtant, on pouvait voir, alors ici, je ne vous explique pas non plus, je suis désolé, je n'ai pas le temps, mais ici, on peut voir des petits bouts d'hélice, donc il y avait moyen quand même de s'y retrouver, mais elle n'y arrive pas. Alors, elle va finir par se convaincre, un petit peu à cause de ça, que l'ADN n'est pas une hélice. Et donc, elle va faire un canular dans son labo. Elle va faire un faire-part de décès de l'hélice. Donc avec Gosling, elle va écrire ça. Donc c'est avec un grand regret que nous annonçons la mort ce vendredi de l'hélice d'ADN. La mort a suivi une longue maladie qu'une cure intense de fonction de Bessel n'a pas soignée. Et donc un service commémoratif sera rendu. On espère que Maurice Wilkins viendra parler en mémoire de l'hélice décédée. Donc c'est assez surprenant comme manière de faire les choses. Donc inutile de vous dire que Wilkins, il apprécie pas du tout. Alors pourquoi fait-elle ça? On ne sait pas trop. Donc on pense que petit à petit, elle s'est mis en tête que ce n'était pas hélicoïdal parce qu'elle avait des petits artefacts dans ses manips. Et voilà, petit à petit, elle pense que ce n'est pas une hélice. Je pense aussi qu'elle est entourée de gens qui lui disent que c'est une hélice. Elle doit en avoir un petit peu marre. Elle a envie de trouver quelque chose de différent. Et donc elle va là-dedans. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle prend tout de suite la décision de partir. Donc en fait, 14 mois après cette entrée, elle se rend compte que ça ne va pas aller du tout. Et donc, elle prend la décision de partir du King's College, qui est accepté en juin. Et donc, au moment où elle fait cette plaisanterie, elle sait déjà qu'elle va partir. Alors, au début de l'année 53, James Watson vient lui rendre visite et il lui montre un article de Pauling. Et cet article de Pauling montre un modèle, donc le grand chimiste Pauling, qui est exactement le même qu'ils ont fait, c'est-à-dire une triple hélice de phosphate au centre et les paires de bases à l'extérieur. Donc, c'est complètement fou. Donc, Watson, il est super content parce que Pauling, c'est son grand rival. Il a peur qu'il découvre la structure de l'ADN avant. Et donc, il montre ça à Rosalind. Et puis, je ne sais pas, la discussion s'envenime, le ton monte. Donc, Rosalind Franklin chasse Watson. Désolé, je n'ai pas le temps de vous montrer ce petit film. Voilà, chasse Watson. Watson se retrouve avec Wilkins. Et Wilkins lui montre la photo 51. Qu'il a obtenu, on ne sait pas comment, de Rosalind Franklin. Donc Rosalind Franklin a pris cette photo, on va voir. Et donc Wilkins la possède et il va montrer, sans l'approbation de Rosalind Franklin, cette photo à Watson. Et donc Watson écrit dans son bouquin, donc l'instant où je vais le mettre en français, dès que je vis cette image, je restais bouche bée et mon pouce accéléra. La croix noire des réflexions ne pouvait prévenir que d'une structure hélicoïdale. Et effectivement, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, la distance de paire de base, l'hélice, etc., etc. C'est la photo 51. Alors, James Watson, en fait, en voyant ça, je sais pas, va avoir une espèce de révélation. Il va tout de suite se dire que c'est bien une hélice. Et un mois plus tard, il aura la structure. Alors, cette photo 51, la voilà. Donc, elle est bien plus belle que la première photo que je vous ai montrée tout à l'heure, bien plus contrastée, évidemment. Elle a été publiée simplement en mars 53. Et donc, elle est maintenant connue comme une des plus belles photos de
de diffraction des rayons X. Voilà. Alors, comment il se les procurait? On ne sait pas. Alors, je n'ai pas le temps donc, de dérouler tout, mais au début, disons, Gosling ne savait pas. Vous voyez, en 90, Gosling, l'étudiant dit... non, pardon, Maurice Wilkins dit ben oui, Gosling m'a tendu ce négatif. Je suis presque sûr que c'est lui et pas elle qui me l'a donné. Il ne sait pas trop. Et puis Gosling dit je ne peux pas me rappeler comment il a. Donc Maurice a eu cette belle image. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est Rosaline, je ne me rappelle plus. Et puis petit à petit, ils vont retrouver la mémoire. Donc ici, Wilkins, par exemple. Un jour de janvier, Raymond me rencontra dans le couloir et me tendit cet excellent diagramme de diffraction que Rosaline avait pris. Donc il change d'avis et Gosling aussi. Même encore plus fort, elle décida de faire un présent à Maurice. Ainsi, je descendais le couloir et lui donnais moi. Donc, vous voyez, au fur et à mesure de l'histoire, ils changent d'avis et ils finissent par peut-être se convaincre eux-mêmes que Rosalind Franklin l'avait donné. Alors, moi, je pense que Rosalind Franklin ne l'a sûrement pas donné à Wilkins, qu'elle n'aimait pas du tout, mais elle a pu le donner à Gosling, qui était son étudiant, pour qu'il puisse finir sa thèse, tout simplement. Et peut-être que Gosling s'est dit ah ben, je vais la montrer à Wilkins, etc. etc. Voilà. Alors, voilà Nicole Kidman, qui regarde ce fameux négatif. Voilà. Et donc, pourquoi 51 ? Donc là, il se trouve qu'il y a une base de données où vous pouvez retrouver les notes de Rosalind Franklin. Et donc, on voit ici la photo 49. Donc, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Elle n'est pas bien exposée. Rosalind l'appelle Very Good Wet Photo. Donc, ça a l'air pas mal. Et puis, elle a des problèmes. Bon, bref, elle change d'échantillon pour la photo 50. Elle semble voir des hélices elliptiques sur cette photo. Et puis pour la photo numéro 51, donc, elle reprend même échantillon qu'en 59. C'est le début du week-end et fait une longue pause de 4 jours. Et donc elle obtient cette fameuse photo. Voilà l'original, donc le négatif qui est un peu surexposé, mais qui est quand même assez magnifique. Et puis il n'y aura pas de photo 52, elle va s'arrêter là. Donc c'est la dernière photo de Rosalind Franklin sur l'ADN. Alors là, tout s'enchaîne avec les manips de Rosalind. Donc Watson comprend que c'est une hélice. Et puis avec un rapport de cet organisme financeur que Watson et Crick vont obtenir grâce à Max Perutz, qui n'aurait pas dû leur donner. Ils vont comprendre aussi que c'est une double hélice. Alors là, je me permets quand même de vous faire le raisonnement, même si je suis un peu en retard, parce que c'est un peu joli. C'est assez joli, pardon. Et donc, il déduit des manips de Rosalind qu'il y a ce qu'on appelle un axe d'ordre 2. Donc, c'est-à-dire que le système est invariant lorsqu'on tourne de 180 degrés. Et il se trouve qu'il travaille sur l'hémoglobine qui a la même symétrie, Francis Crick. Et donc, il a l'habitude de raisonner sur ces choses-là. Et voilà le raisonnement qu'il fait, qui est pas mal. Donc, si vous prenez une hélice continue, et si vous la faites tourner de 180 degrés, elle est invariante, pas de problème, elle a bien la symétrie d'ordre 2. Mais comme elle est polaire, si vous tournez de 180 degrés, ça n'est plus symétrique. Vous voyez, vous n'obtenez pas les flèches dans le bon sens. Donc, il ne peut pas y avoir qu'un seul brin. Il y a plusieurs brins. Il raisonne en se disant, s'il y a un nombre impair de brins, celui du milieu va toujours changer de sens, donc ça ne peut pas coller. Donc, il y en a un nombre pair, et s'il y en a un nombre pair, ils doivent être antiparallèles. Et effectivement, si vous tournez 280 degrés, vous obtenez la même chose. Et donc, il arrive à en déduire rien que par symétrie qu'il y a une double hélice. Alors, vous me direz, ça aurait pu être 4 aussi, mais il se trouve que les mesures de Rosalind montrent que non, il ne peut pas y en avoir. C'est entre 2 et 3. Et donc, il déduit vous voyez, de toutes ces informations que c'est un double brin. Alors, donc, ils ont la certitude que c'est une hélice, ils pensent que c'est un double brin. Il n'y a plus qu'à apparier les bases, et ça, c'est Watson qui va faire ça, grâce à ce chimiste américain qui était de passage à Cambridge, qui s'appelle Jerry Donohue. Et ils vont comprendre qu'il faut prendre une autre forme qu'ils utilisaient. Bon, c'est de la chimie, c'est une forme céto plutôt qu'une forme énol. Et ils vont faire ce fameux modèle que vous avez sûrement vu. Oups, voilà. Ce merveilleux modèle de la structure de l'ADN. Wilkins va venir les voir le 12 mars, donc ils font ça en mars. Il va les traiter de old rogues, qui veut dire vieille canaille, parce qu'il va bien se douter que ce résultat, ils ne l'ont pas obtenu comme ça, qu'ils ont un petit peu regardé par-dessus l'épaule de Rosalind Franklin et de Wilkins. Rosalind Franklin et Gosling vont aussi venir voir le modèle, et ils vont être tout de suite séduits. Et ce qui, moi, m'étonne, c'est que Rosalind Franklin ne montrera jamais aucune rancune ou jalousie à Watson et Crick d'avoir découvert la structure de l'ADN, qu'elle n'aura donc pas trouvée. Et elle restera même amie avec les Crick et en très bonne entente avec Watson jusqu'à sa mort. Et même pendant sa maladie, elle sera hébergée chez les Crick. Donc, il ne faut pas croire que Rosalind Franklin et les Watson et Crick se sont fâchés après cette histoire. Bien au contraire, Rosalind Franklin
à accepter que ce soit Watson et Crick, ses rivaux d'une certaine manière, qui trouvent. Mais il est très vraisemblable que Rosalind Franklin n'ait jamais été au courant de son vivant qu'ils avaient vu, ces manips. Alors, c'est publié, 3 articles, celui de Watson et Crick et 2 de Wilkins et de Franklin dans Nature. Superbe article où ils montrent non seulement la structure, mais où ils disent aussi que ça donne une idée d'un mécanisme possible pour le matériel génétique. Et il remercie aussi du bout des doigts. Vous voyez, nous avons aussi été stimulés par une connaissance de nature générale des résultats non publiés des idées de Wilkins, Franklin et de leurs collègues. C'est tout ce qui est de Rosalind Franklin. Donc, ils avoueront, Watson et Crick, parfois leur dette, mais pas tout le temps, ça dépend. Les gens changent, on a vu, ils changent d'avis. Donc, vous lisez de temps en temps Watson dire au Crick oh, on n'aurait jamais trouvé sans Rosalind. Et puis, de temps en temps, ils disent oh, de toute façon, si Rosalind n'avait pas été là, on se serait bien débrouillé. Voilà. Alors, ensuite, elle va travailler sur les virus. Emmanuel me dit que j'ai plus le temps, donc je vous montre rapidement qu'elle travaille sur le virus de la mosaïque du tabac, puis ensuite des virus icosaédriques, dans lesquels elle fait des jolies manips. Donc, elle fait toujours des expériences assez exceptionnelles. Ça, c'est les premières manips de Bernal. Ça, c'est les manips de Rosalind en 55. Et ça, c'est des manips synchrotrons, hein, beaucoup plus récentes. Donc, elle va montrer, en fait, par exemple, que le virus est bien une hélice, le virus de la mosaïque du tabac, et que l'ADN est enroulé en forme d'hélice aussi. Voilà. Donc, elle va faire un modèle pour l'exposition universelle de Bruxelles. Le 17 avril 1958, elle va s'ouvrir et Rosalind meurt le 16 avril 1958. Voilà. Et donc, je vais conclure rapidement. En guise de conclusion, donc, je pense que Rosalind Franklin a effectivement été flouée au King's College. Ça n'a pas été le cas pendant le reste de sa carrière. Je trouve qu'elle a une belle carrière. C'est une grande spécialiste des graphites, une spécialiste de virus. Elle a juste un passage là où effectivement ça s'est mal passé. Mais elle a joué un rôle important. Donc, si vous supprimez Rosalind Franklin et si vous laissez aller un petit peu l'histoire, vous vous rendez compte qu'elle a joué un rôle assez important. Et ce n'est pas du tout évident qu'ils aient trouvé aussi rapidement. En tout cas, je pense qu'ils auraient fini par y arriver. Mais ça n'aurait peut-être pas été Watson et Crick, ça aurait peut-être été Pauling, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre. Alors, une histoire universelle, on peut en parler pendant des heures. Bien sûr, c'est l'histoire de la molécule de la vie. Il n'y en a qu'une. Il n'y avait qu'une seule fois sa structure à découvrir. Voilà, c'était fait dans cette histoire. Des histoires de rivalité, de jalousie, du rôle des femmes en sciences, de coopétition, comme on dit maintenant. Donc, cette espèce de mélange un petit peu surprenant entre la coopération et la compétition. Une histoire aussi des expérimentateurs par rapport aux théoriciens. N'oublions pas que Watson et Crick n'ont fait aucune manip dans cette histoire. C'est en plein dans la guerre froide et ça joue aussi un rôle. Je ne vous l'ai pas dit, mais Pauling, par exemple, n'a pas pu venir en Angleterre. On lui a interdit. Et donc, s'il était en Angleterre, il aurait peut-être pu voir les manips de Rosalind Franklin et il aurait peut-être pu trouver, etc., etc. C'est aussi une histoire intéressante parce que c'est le moment où on passe de la physique. Beaucoup de gens passent de la physique à la biologie. Rôle de l'indisciplinarité, je veux dire, non, interdisciplinarité. Voilà. Et enfin, Rosalind Franklin aurait dû avoir le Nobel. Alors là, je vous laisse réfléchir à la question. Je crois que j'ai fini. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il faut qu'on partage le micro. On peut prendre le temps pour une ou deux questions en ligne ou sur place. Dans le micro. Qu'est-ce qu'on sait du rôle de Raymond Gosling? Parce que c'était l'étudiant, c'est lui qui prenait les photos, il était spectateur, il était aussi important que Rosalind Franklin. Voilà. Donc, c'est lui qui prenait les photos, effectivement. Donc, c'est elle qui avait fait le montage, je pense, le montage de diffraction, mais c'est lui qui prenait les photos. Donc, c'est lui qui raconte, par exemple, il a un passage assez émouvant où c'est lui qui développe la photo 51, donc il la voit apparaître là. Donc, oui, il a un rôle assez important dans l'histoire. Ouais. Pardon? Ah oui, pas du tout même. Je l'ai dit en français.
alors, en français, donc, la question, c'est qu'elle a fait cette lettre humoristique annonçant la mort de l'hélice. Donc, elle a dû essayer pas mal de choses. Et voilà, comment se fait-il qu'elle n'ait pas tombé sur le bon résultat? Alors, ça, c'est une excellente question. Donc, je pense qu'elle était, à un moment important, elle était convaincue que ce n'était pas une hélice. Il y a quand même eu un moment où elle a essayé. On voit sur ses notes des formes en zigzag, par exemple, deux zigzags qui étaient l'un à côté de l'autre. Elle a essayé des fibres inclinées aussi, parce que cette diffraction est un peu inclinée, donc elle s'est mise à faire des fibres inclinées. Elle a essayé pas mal de choses. Et au bout d'un moment, quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas à trouver une autre solution, elle est revenue à l'hélice, mais c'était déjà trop tard. En fait, Watson et Crick était déjà sur le coup et avaient trouvé l'histoire de la double hélice. Alors, il n'y a pas de cliché de diffraction, justement. Alors, pardon. Donc, voilà. Alors, tu demandes pourquoi dans l'article... Oui, alors il manque une... Je ne sais pas pourquoi l'image disparaît ici. Alors non, il n'y a pas de cliché. Il n'y a pas de cliché. Donc, en fait, cet article, c'est juste les deux pages. C'est juste cette page-là, ici. Là. Voilà. Donc, là où il y a les clichés, c'est sur les deux autres... Voilà. C'est les deux autres papiers. Ils sont les uns derrière les autres. Donc, celui de Wilkins et celui de Gosling et Franklin ici. Mais dans le papier initial, il n'y a qu'une seule figure, c'est ce dessin-là. Voilà. Donc, en fait, tout est basé sur des idées générales. Et il remercie juste à la fin, comme je vous ai montré, une connaissance générale des clichés. Alors non, parce que l'histoire continue. Ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Wilkins, pendant 10 ans, il va consolider la structure de l'ADN. Crick, il est à l'origine du déchiffrement du code génétique. Hein. Donc le prix Nobel, c'est tout ça en fait, c'est tout un ensemble. C'est pas simplement cette publi-là. Allô? Ok, donc Allô? on prend une question en ligne, c'est ça? Ou c'est une fausse manip? Non, c'est moi. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Moi, je C'est la voulais juste, dernière question, je précise. okay. Je voulais juste du coup poser la question si on remet dans son contexte par rapport à l'époque, même en considérant qu'elle ne soit pas décédée, est-ce qu'elle aurait quand même été assez reconnue par ses contemporains pour obtenir le prix Nobel? Ça, c'est une question. Donc, vous avez entendu la question, est-ce qu'elle aurait pu avoir le prix Nobel si elle n'était pas décédée? Je n'ai strictement aucune idée, tout aurait été différent. Watson n'aurait sans doute pas écrit le bouquin comme il l'a écrit, toutes les choses auraient été différentes. Elle aurait continué à travailler avec Klug, et comme je l'ai dit, Klug, il a eu le prix Nobel pour son étude sur le virus, donc elle aurait pu aussi avoir le prix Nobel avec Klug, cette étude-là. Personnellement, je pense que sur l'ADN, la contribution des trois autres est un peu plus importante que la sienne, qui a fait une contribution très importante. Hein. Si elle n'avait pas été là, les gens, ils n'auraient pas sans doute trouvé. Mais il me semble quand même que les trois autres, en particulier Crick, s'il fallait donner un seul prix Nobel, moi je le donnerais à Francis Crick, qui était vraiment un gars super brillant et qui a participé à la découverte du code génétique, qui a continué à faire des trucs extraordinaires après. Je ne peux pas répondre à cette question, j'ai réfléchi plusieurs fois, évidemment, c'est vraiment très difficile. Par exemple, je suis passé un petit peu vite, mais quand elle leur dit que ça ne peut pas être une triple hélice, que les phosphates sont à l'extérieur et tout, c'est une contribution fondamentale de Rosalind Franklin, parce qu'elle le sait par ses manips, elle vient leur dire ça. Eux, du coup, ils changent complètement leur angle d'attaque, ils vont réfléchir différemment. Si elle n'avait pas été là, ils n'auraient pas fait ça. Donc, c'est une contribution extraordinaire. Les photos qu'elle a faites, c'est sûr que quand Watson la voit, il pensait que c'était une hélice, mais en voyant la photo, il en est sûr. Et donc, il peut continuer dans cette direction-là. Et c'est sûr que c'est fondamental. Merci. Non, mais parce